Et je suis prête à reconnaître Monsieur le député de Prévost, porte-parole de l'opposition officielle en matière de voirie. Monsieur le député. Alors, merci, Madame la Présidente. C'est à mon tour de réagir au discours inaugural prononcé récemment dans cette salle par le Premier ministre du Québec. Je dois dire d'entrée de jeu que je me questionne sur le terme inaugural qui coiffait le titre de ce discours, car je n'y vois pas vraiment de nouveauté dans la façon de faire du gouvernement libéral qui dirige le Québec depuis le début de cette 39e législature, faisant suite aux élections de décembre 2008. Les propos du Premier ministre sont en fait remplis de vœux pieux, de lieux communs et de généralités. Ils témoignent, somme toute, d'une administration gouvernementale libérale essoufflée et en manque total d'inspiration. Bien des gens avaient été conviés à cette procédure inaugurale, mais 3 semaines plus tard, on se demande encore ce qui a vraiment été inauguré. Habituellement, on nous offre de la nouveauté lorsqu'on annonce l'inauguration, par exemple, d'un nouveau musée, d'une nouvelle entreprise ou de tout nouveau projet. Dans le cas qui nous concerne, on a plutôt eu droit à un cocktail de propos réchauffés, à un buffet d'idées trop cuites qui ont laissé les Québécois sur leur appétit. Les représentants des médias, qui sont des observateurs privilégiés de la scène politique québécoise, ont d'ailleurs noté les propos plutôt vagues du Premier ministre. Les phrases creuses, les redites, les promesses tape à l'œil, le saupoudrage sans plan d'ensemble, voilà à quoi ressemblait le contenu véhiculé par le Premier ministre. Si le gouvernement libéral pensait se relancer avec une telle opération, on peut certes dire qu'il a raté sa cible en décevant une fois de plus la population du Québec. Personne n'est contre des thèmes véhiculés dans ce discours. Tout le monde est sensible au développement de secteurs tels que l'éducation, l'emploi, le développement durable, la maîtrise de nos ressources et la santé. Nommer des thèmes, c'est toutefois une chose, mais les développer et les mettre en valeur, c'est une toute autre chose. Les bonnes intentions, les annonces accessoires et sectorielles doivent céder le pas à du concret, à un plan qui peut vraiment permettre au Québec d'aller de l'avant et de se démarquer. Je représente la circonscription de Prévost à l'Assemblée nationale. Prévost se situe dans la région des Laurentides, un coin du Québec secoué par un taux de décrochage scolaire inquiétant. Le milieu s'est pris en main dans notre région. La persévérance scolaire est devenue une priorité et les gens comprennent de plus en plus que l'éducation, c'est l'affaire de tous et chacun. Il n'en demeure pas moins que nos écoles doivent bénéficier de plus de ressources. Nos enseignants doivent être nettement plus valorisés. Je n'ai rien contre des tableaux blancs intelligents, l'attribution d'ordinateurs pour les enseignants et des uniformes pour les équipes sportives dans nos écoles. Il faut toutefois déjà avoir vécu la réalité quotidienne dans une école, dans une classe, pour comprendre que ce ne sont pas des accessoires qu'il faut prioriser, mais plutôt l'encadrement disponible pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Il faut s'attarder aux jeunes qui sont à risque de décrocher, aux enfants de milieux défavorisés, à ceux qui éprouvent des problèmes d'apprentissage, à nos handicapés, à ceux qui sont atteints de troubles du comportement. Alors, Madame la Présidente, tout cela implique une vision, un plan d'ensemble avec des mesures qui donneront un peu d'espoir à nos pédagogues qui sont trop souvent à bout de souffle et qui se sentent bien seuls dans le coin de leur classe. Dans mon comté situé sur le territoire de la commission scolaire Rivière-du-Nord, la priorité ne se situe pas au niveau des accessoires. Ça va prendre des investissements pour la construction de nouvelles écoles afin de répondre au boom démographique. Alors, Madame la Présidente, des démarches ont déjà été entreprises par la commission scolaire de la Rivière-du-Nord afin d'obtenir 2 nouvelles écoles. C'est pas rien. Les besoins sont tellement criants qu'il faudra aussi agrandir d'autres écoles, sans oublier la mise en place éventuelle de 4 unités modulaires. Voilà la vraie réalité de la commission scolaire qui intervient sur le territoire du comté
de Prévost. Voilà où sont les vrais besoins en matière d'éducation dans Prévost, à savoir une pénurie de locaux découlant d'une importante croissance démographique. Alors, en ce qui a trait à l'enseignement de l'anglais en 6e année, personne ne peut nier l'importance de l'apprentissage d'une seconde langue à l'école. L'anglais doit être enseigné de façon plus efficace, mais les propositions libérales manquent de réalisme car elles ne peuvent s'appuyer sur les ressources humaines nécessaires. De notre côté, nous avons une proposition claire sur la table concernant l'enseignement de l'anglais. On suggère en fait de favoriser l'apprentissage de l'anglais en recourant à la pédagogie la plus efficace qui soit dans l'enseignement intensif à un moment où l'acquisition du français est confirmée. Permettez-moi de noter, comme plusieurs de mes collègues de ce côté-ci de la Chambre, que le gouvernement libéral n'a pas dit un mot au sujet de la priorité des priorités, soit le renforcement de l'enseignement du français. Assez bizarre comme omission. Dans notre tête et dans notre cœur, il nous apparaît essentiel que notre jeunesse maîtrise d'abord parfaitement les rouages de notre langue française, car le Québec est d'abord et avant tout une nation francophone. Notre système d'éducation doit faire en sorte que nos jeunes sortent des bancs d'école avec des acquis leur permettant de bien écrire le français, tout en étant en mesure de s'exprimer avec clarté. Un autre élément important, lorsqu'on parle d'éducation, concerne la place qu'occupe notre histoire dans le curriculum de cours offert, entre autres, au niveau secondaire. Si on veut avoir confiance en notre destin, si on veut être des gens fiers, il faut, à mon sens, savoir d'où l'on vient. Je pense donc sincèrement qu'il faut renforcer l'enseignement de l'histoire nationale du Québec. Les besoins sont particulièrement criants au niveau secondaire, alors que le nouveau programme mis en place il y a quelques années pour les élèves de 3e et 4e secondaire ne fait même pas référence au Québec-Canada dans le titre des cours. On a aussi évacué la référence nationale comme sujet historique dans les cours d'histoire du Québec, en axant les contenus sur notre évolution dite sociale. Des correctifs doivent être apportés, car notre histoire est dénaturée, en mettant en veilleuse des temps forts qui ont marqué notre passé. Pas question ici de confondre histoire nationale et histoire nationaliste. On parle plutôt de redonner plus de place aux faits et s'assurer que les élèves maîtrisent plus de connaissances en histoire du Québec. Une autre grande préoccupation concerne le manque de connaissances de la société québécoise chez les jeunes fréquentant le niveau collégial. Bref, des correctifs dans l'enseignement de l'histoire se doivent d'être priorisés dans les prochaines orientations gouvernementales en matière d'éducation. Dans son discours, le premier ministre parle d'emploi en annonçant la tenue d'un forum national sur la formation de la main-d'œuvre. Va-t-on encore une fois se retrouver avec une consultation qui va aboutir à rien de concret? Que dire aussi de cette stratégie de l'entrepreneuriat et cet engagement à mieux intégrer les nouveaux arrivants, deux éléments que le premier ministre lance en l'air sans être en mesure de préciser sa pensée. Il nous sert la même tactique avec le fameux plan Nord, ce plan annoncé depuis longtemps, mais qui n'a jamais dépassé le stade de la coquille vide. Alors, Madame la Présidente, dans son discours, le Premier ministre nous parle de développement durable et de maîtrise de nos ressources. On ne peut pas dire que le gouvernement actuel brille dans ces dossiers. Les ressources naturelles appartiennent au Québec et aux Québécois, et leur exploitation doit se faire d'abord et avant tout au profit de notre collectivité, et non au profit d'entrepreneurs amis du régime en place.
Tout développement doit se faire dans le respect de l'environnement. Comme le soulignait récemment la chef de l'opposition officielle, on doit mettre la barre haute en prenant d'abord les précautions nécessaires sur le plan environnemental et social. Puis, l'exploitation de nos ressources suivra, mais au bénéfice des Québécois. Cela est vrai pour les gaz de schiste, pour le pétrole d'Anticosti et pour Whole Iron. Parlons de santé maintenant. Que fait le gouvernement Charest? Excusez-moi, Madame la Présidente. Que fait le gouvernement libéral? C'est beaucoup mieux. Ça va? Ça va très bien. C'était pas voulu, Madame. Que fait le gouvernement libéral avec sa promesse faite à son arrivée au pouvoir en 2003, à l'effet que les listes d'attente s'effaceraient graduellement dans les salles d'urgence de nos hôpitaux? L'attente a plutôt augmenté sous le gouvernement libéral et je suis bien placé car le Centre de santé des services sociaux de Saint-Jérôme, un gros hôpital à vocation régionale, vit ce type de problème quotidiennement. Les besoins sont très grands pour de nouveaux aménagements en santé mentale à l'hôpital de Saint-Jérôme. J'avais déjà identifié ce besoin durant la dernière campagne électorale en 2008. Et il est clair que des échéanciers précis devront être déterminés afin que ces équipements puissent être effectifs dans des délais raisonnables. L'urgence du centre hospitalier de Saint-Jérôme déborde et des besoins concernent également des lits supplémentaires. Madame la Présidente, le Premier ministre salue le dévouement des infirmières, médecins et professionnels de la santé, mais il ne leur donne pourtant pas les moyens de bien faire leur travail. À Saint-Jérôme, les infirmières ont dû faire des moyens de pression à quelques reprises afin de sensibiliser le gouvernement à leur contexte de travail très difficile. Ces femmes et ces hommes veulent travailler dans le respect et la dignité. Ces travailleurs veulent des mesures concrètes et non des vœux pieux. Il faut donner de l'espoir aux soignants et aux soignés. Il est d'ailleurs pathétique d'entendre des ministres du gouvernement en place répondre à des questions de l'opposition en revenant constamment sur les années où c'était un gouvernement péquiste qui dirigeait le Québec. Ça fait 8 ans que vous êtes en poste. Vous avez été élus pour gouverner, alors prenez les décisions en fonction du bien commun et de l'intérêt québécois. Arrêtez de nous faire jouer la vieille cassette qui est usée à la corde. Dans la région des Laurentides, un problème d'iniquité nuit au bon fonctionnement de nos services de santé et de services sociaux. Notre région est en croissance démographique, mais elle ne reçoit pas les budgets gouvernementaux nécessaires, avec un manque à gagner de plus de 50 millions de dollars. Que dire aussi de nos organismes communautaires qui sont sous-financés et qui répondent pourtant à des besoins criants dans la région des Laurentides? Les travailleurs communautaires guérissent des âmes et sauvent des vies, mais ils auraient besoin de plus de support. Le Premier ministre parle des personnes âgées dans son discours. Il dit que nos aînés ont droit à un environnement sécuritaire et à des services de qualité. On a pourtant droit à des histoires tragiques dans certains centres pour personnes âgées. Que fait-il dans le dossier de la certification des résidences privées? Le nombre de personnes de la région des Laurentides qui attendent une place en centre d'hébergement et de soins de longue durée a augmenté d'environ 60% en seulement 6 mois. 60%. Près de 500 personnes sont en attente d'une place dans un établissement des Laurentides. On parle de plus de 5000 personnes pour l'ensemble du Québec. Il semble donc évident que le nouveau plan de services intégrés annoncé par le gouvernement sera insuffisant. Dans la région des Laurentides, Madame la Présidente, le manque de ressources se vérifie aussi du côté des places en centre de la petite enfance. Dans notre région, la pression vient de 2 cycles de la vie. La population est en effet vieillissante,
mais il y a aussi beaucoup de jeunes familles qui s'installent dans la région et qui ont besoin de services. Monsieur le Président, Madame la Présidente, un gouvernement ne peut pas balayer le passé du revers de la main et faire oublier ses inactions et son manque de vision en présentant un discours inaugural où la pensée magique fait foi de tout. Le lien de confiance est brisé entre ce gouvernement et la population. Ce lien ne peut se rétablir par enchantement. Il est d'ailleurs très révélateur de constater que le premier ministre n'a consacré qu'un tout petit paragraphe de son discours au sujet qui préoccupe le plus les Québécois, soit tout le dossier de la corruption et de la collusion dans l'octroi des contrats publics. Nos institutions démocratiques sont entachées présentement et ce gouvernement joue à l'autruche. Les Québécois demandent depuis belle lurette qu'une commission d'enquête publique et indépendante se penche sur les dessous de l'industrie de la construction, sur la façon dont les contrats sont accordés par les pouvoirs publics et sur le financement des partis politiques. Le gouvernement a décidé de créer une unité anti-collusion, mais cela n'enlève rien à la pertinence, à la nécessité de tenir une commission d'enquête qui permettrait de mettre à jour des systèmes, des comportements, des façons de faire, où le donnant-donnant est devenu la règle. Rétablir la confiance et l'intégrité devrait être une priorité pour le gouvernement en place. Les gens ont soif de connaître la vérité et ils veulent savoir si leurs taxes sont bien investies ou bien si elles servent trop souvent à nourrir les amis de certains régimes gouvernementaux et municipaux. Le secteur de la Rive-Nord n'a pas été épargné par de multiples allégations d'élections clés en main et de manœuvres de contournement dans l'octroi de contrats à des firmes. Les citoyens se posent des questions, ils s'inquiètent et on vit ainsi dans un climat de méfiance et de doute. On voit même des situations paradoxales où ce sont des gens qui osent dénoncer, qui finissent par se faire accuser ou qui sont victimes d'intimidation et de tactiques de diversion. Le gouvernement libéral cultive ce climat de méfiance en ne prenant pas ses responsabilités. Pourquoi ne veut-il pas tenir une commission d'enquête? Pourquoi? Dans son allocution inaugurale, le premier ministre dit que les Québécois occupent les plus grandes scènes du monde. Il affirme que nous devons nous faire entendre pour affirmer notre différence et notre manière d'être. S'il est vrai que nos artistes et nos créateurs se distinguent ailleurs dans le monde, ce serait encore plus vrai si le Québec occupait l'avant-scène de sa destinée en accédant à sa pleine souveraineté. Le rayonnement de notre culture sera son plus fort le jour où nous maîtriserons l'ensemble des budgets et des pouvoirs qui sont présentement contrôlés par Ottawa. Devenir un pays, être souverain dans tous les domaines, c'est ça occuper la plus grande scène du monde. Ce qui nous différencie vraiment comme peuple québécois concerne notre langue et notre culture. Ce sont là les fondements de notre identité. Le gouvernement libéral piétine pourtant sur place dans le dossier de la langue en affaiblissant la loi 101 plutôt que de la renforcer. On a vu cela ici dans le Salon Bleu une certaine nuit de septembre dernier, alors que la majorité libérale nous a enfoncé un projet de loi dans la gorge en légalisant les écoles passerelles. Il permettait ainsi aux gens fortunés d'acheter le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Ce même gouvernement libéral ne fait rien pour freiner l'anglicisation à Montréal. Qu'en est-il des mesures que ce gouvernement a fait miroiter pour renforcer la situation du français? La question nationale est plus pertinente que jamais. Le premier ministre représente le Québec, mais il est d'abord un grand Canadien, un fédéraliste qui ne veut surtout pas heurter la sensibilité du pouvoir à Ottawa. Les Québécois veulent un gouvernement qui se tient debout. S'il vous plaît, Monsieur le député de Prévost, je voudrais juste m'assurer que Monsieur le député de Prévost
puisse poursuivre son intervention sans interruption. Poursuivez, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Les Québécois veulent un gouvernement qui se tient debout et qui va défendre les intérêts du Québec. Dans les jours qui ont précédé la présentation de son allocution inaugurale, le premier ministre avait affirmé que ses propos seraient formidables et fantastiques. Le contenu livré le 23 février dernier ne fut certes pas à la hauteur des attentes des Québécois. À trop vouloir redorer son image et gagner de la crédibilité, le premier ministre s'est plutôt enlisé. Le bilan politique de ce gouvernement le rattrape. Il aura beau tenter de changer la météo politique et nier le passé, il apparaît clair que le bilan politique libéral est lourd à porter. Nous avons tous eu amplement le temps de voir ce que le premier ministre en poste depuis près de 8 ans pouvait faire avec les 2 mains sur le volant. Demain, comme hier encore, il aura à nous expliquer ce qu'il fait avec les accommodements raisonnables dans l'administration publique. Il devra assumer cette volonté citoyenne qui exige la tenue d'une enquête publique dans l'industrie de la construction. Demain, comme hier encore, il aura à s'expliquer sur un système de santé en grande difficulté. Il se fera interroger sur son laxisme dans la façon de gérer nos ressources naturelles. L'actualité continuera à hanter un gouvernement essoufflé et en manque de vision. Un gouvernement déconnecté de la réalité qui vient d'en faire la plus grande démonstration avec la présentation par le premier ministre d'un discours inaugural qui a pris les allures d'une allocution de fin de régime. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Prévost.